Pourquoi ce silence? La honte? La culpabilité? Parce que pour moi, c'était de ma faute. J'avais l'impression que c'était moi qui avais provoqué euh, cet événement. Qu'on me prenne dans ses bras, qu'on m'embrasse, qu'on me rassure. Mais j'ai pas eu tout ça. Certaines blessures ne laissent aucune cicatrice visible. Elles s'installent en silence. Elles grandissent dans la peur, dans la honte, dans la culpabilité. Elles volent parfois l'enfance et changent une vie entière. Pendant des années, Sarah a porté seule le poids d'un abus sexuel vécu à l'âge de 11 ans. Un traumatisme dont elle n'arrivait pas à parler. Parce qu'elle pensait être responsable. Parce qu'elle avait peur de ne pas être crue. Parce que trop souvent, le silence semble plus facile à porter que le regard des autres. Aujourd'hui, elle a choisi de briser ce silence, non pas parce que tout est réparé, mais parce que prendre la parole est devenu une étape essentielle de sa reconstruction. Dans cet épisode, Sarah raconte avec un courage bouleversant les conséquences invisibles des violences sexuelles. Le syndrome de stress post-traumatique, les scarifications, les tentatives de suicide, les violences conjugales, la difficulté à faire confiance, mais aussi le long chemin vers la reconstruction. Avant de commencer, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous avez vécu des violences sexuelles, je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Vous méritez d'être écouté. Vous méritez d'être cru. Vous méritez d'être accompagné. Parler est souvent le premier pas, certes le plus difficile, mais aussi celui qui permet de reprendre peu à peu le pouvoir sur son histoire. Et lorsque cela est possible pour vous, porter plainte est une démarche importante. Pas parce qu'elle efface le traumatisme, mais parce qu'elle permet de faire reconnaître les faits, de protéger d'autres victimes et de dire enfin « ce qui m'est arrivé est inacceptable ». Si aujourd'hui, vous ne vous sentez pas prête, sachez qu'il existe des professionnels, des associations et des plateformes d'écoute pour vous accompagner à votre rythme. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé, pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je vais avoir 30 ans cette année. Et j'avais besoin de me libérer. De libérer mon âme, de libérer mon être. À l'âge de 11 ans, j'ai vécu un abus sexuel par l'un des voisins de ma famille. Plus précisément, le petit-fils d'un voisin qui était agriculteur. En sortie des classes, il a voulu me montrer ses lapins parce que c'était des fermiers. Et quand il a voulu me montrer ses lapins, derrière lui, il a fermé la porte à clé. Et il s'est passé ce qui devait se passer. C'est encore pour moi très difficile d'en parler. Même des années après, j'ai un blocage de la parole. Je suis suivie sur le point de vue psychologique. C'est un événement qui nous abîme de l'intérieur et qui nous détruit à la fois parce qu'on ne sera plus jamais pareil. On peut vivre, oui, mais comme avant, non. L'insécurité sera toujours là. La blessure de salissure aussi, d'humiliation, d'injustice. C'est très compliqué de continuer à vivre après un tel choc. En 2020, j'ai décidé de porter plainte après tant d'années de souffrance, de silence. Pourquoi ce silence? La honte? La culpabilité? Parce que pour moi, c'était de ma faute. J'avais l'impression que c'était moi qui avais provoqué cet événement. Mais surtout la honte. La peur aussi, parce qu'à l'époque, mon père avait voulu se taire pour ne pas salir son image, pour ne pas
pour ne pas nuire à son image de commerçant. Donc ça, c'est le plus dur. Mais je crois que dans tout ça, pourquoi je suis restée silencieuse, c'était surtout la culpabilité de me dire que c'était de ma faute. Parce que quand on se regarde dans le miroir après, on n'a plus la même image de soi et on a toujours des complexes. Personnellement, je me sens sale, même encore aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai aucune valeur. C'est très dur. Et j'ai besoin de faire ce vocal aussi pour aider d'autres personnes, vraiment pour vous dire parler, dénoncer ces agresseurs. C'est très important. Sortez de votre mal-être. Alors la culpabilité. Ah oui, je l'ai traîné comme un fardeau. J'étais une petite fille, mais pour moi, c'était de ma faute ce qui s'était passé. Parce que j'avais l'impression d'avoir provoqué les choses. Et parce que quand il a abusé de moi, j'ai pas pu me débattre. Je me suis laissée faire parce que j'étais tétanisée au sol. Et le fait d'avoir rien fait pour éviter ça, parce que pour moi, j'aurais pu éviter ça. Dans mon esprit, j'ai longtemps culpabilisé au point de me scarifier. Je me suis scarifiée sur les bras, sur les cuisses. Il y avait le mal-être et aussi la culpabilité, la honte, l'isolement. Je me suis isolée des autres enfants à l'école. Je me suis renfermée sur moi-même. Et à l'âge de 12 ans, malheureusement, j'ai fait ma première tentative de suicide médicamenteuse. J'ai été hospitalisée plusieurs fois. Et tout ça, c'est lié à la culpabilité parce que, en plus de ça, mon père n'a pas déposé plainte. Et pour moi, c'était de ma faute. Ça a renforcé cette culpabilité. J'ai pas de mots. C'est une autodestruction qu'on s'inflige à soi-même, la culpabilité, parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas de notre faute. Ce qui s'est passé, les conséquences les plus difficiles ont été du coup mon mal-être, les scarifications, l'isolement total des autres, le manque de confiance en moi, le mal-être, mes complexes, le dégoût de moi-même. Étant enfant, je sais que j'étais toujours seule sur un banc. Je me mettais ma capuche sur la tête et je restais toute seule pendant la cour de récréation, ce qui m'a causé aussi de l'intimidation scolaire, des surnoms ridicules. Et tout ça, c'était lié du coup à mon comportement. On me traitait de bizarre, parfois de folle, parce que du coup, j'étais mal perçue. J'étais toujours dans mon coin. Hein. J'ai habillé en noir, j'ai eu ma période gothique. Ça a été très compliqué pour moi. Très compliqué. J'arrivais même pas à regarder quelqu'un dans les yeux tellement je me sentais mal, en fait. Ça a été aussi les tentatives de suicide aux médicaments, les scarifications, donc la mise en danger de mon être à moi, parce que j'avais envie de mourir, en fait. J'avais envie de mourir pour plus souffrir. Et pendant longtemps, je me suis renfermée dans ce silence. C'est terrible. Comment on peut souffrir et encore à l'âge adulte, c'est terrible. Je me sens différente des autres encore maintenant. C'est très compliqué. Avec les hommes, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive pas à me stabiliser. J'ai été diagnostiquée avec un trouble borderline. Parce que du coup, affectivement, j'ai beaucoup de hauts et de bas. J'ai eu aussi une période de sursexualité parce qu'il faut savoir que les abus, du coup, c'est pas que ça dévergonde, c'est que on a besoin d'une hypersexualité après. C'est un peu bizarre, je sais, mais j'ai eu des périodes très difficiles. Hein. J'ai vécu de la violence conjugale, j'arrive pas à m'imposer dans les relations. Ça m'a totalement fissurée de l'intérieur. Fissurée. Là, le choc a été terrible au niveau post-traumatique. Ça a été reconnu pendant l'enquête et l'expertise psychologique. On est encore, quand ça avance dans le temps, plus tard, on a une part encore c'est que notre être, il est mort en fait. Il est en deuil. On est toujours en deuil d'une partie de nous-mêmes, même des années après.
Alors le jour où on m'a expliqué que je souffrais d'un syndrome de stress post-traumatique, c'était en 2021. J'avais vu d'autres médecins qui m'avaient dit que c'était sûrement le trouble borderline. Alors ça peut altérer aussi lié à ce choc. Mais suite à l'enquête, parce que j'ai parlé de mon abus qu'en 2020, la première fois de tout ce qui s'était passé, parce que j'arrivais pas à en parler avant. Le monsieur, du coup, m'a écouté et m'a dit il n'y a ni borderline, il n'y a ni bipolaire, il en était sûr. Bipolarité, pardon. Il m'a dit c'est un syndrome du stress post-traumatique. Donc, on a fait une demande d'ALD avec, du coup, le papier de l'enquête. Et à l'heure d'aujourd'hui, par rapport aux professionnels et au personnel, c'est très instable. Même encore maintenant, j'ai des crises d'angoisse. J'ai des problèmes de comportement. Parfois, je m'isole d'un coup, mes proches ne comprennent pas. J'ai du mal à garder mes amitiés. Parce que d'un coup, je vais changer. J'arrive pas à rester stable au niveau de mes émotions. On va faire une demande d'invalidité. Je ne voulais pas au début, mais avec mon médecin, j'arrive pas à garder un emploi. Parce qu'il y a des moments, il y a des journées où c'est que je me sens profondément mal, où j'ai des flashs, où j'ai des angoisses très profondes. Surtout à la période où c'est que ça s'est passé. Il faut savoir que pendant une année, ça peut aller très bien. Et l'autre année, ça peut aller très très mal. C'est que je vais reprendre des antidépresseurs, des anxiolytiques. Et à chaque fois que je parle de cet abus, j'ai des plaques d'eczéma sur les mains, j'ai des angoisses. Pendant 2-3 jours, ça va être vraiment à vide. Comme si je fais un plongeon en bas du sol. C'est très compliqué. Et vraiment, je vous invite vraiment à consulter, à vous faire suivre. C'est très important de vous faire suivre avec un psychologue. Il y a des hôpitaux aussi avec des services de psychotrauma qui prennent très bien en charge les traumatismes avec de l'EMDR, avec une psychothérapie. Vraiment, il faut le faire. C'est très important pour la reconstruction de soi et de son être. Alors, mon corps me parlait à travers mon mal-être. Du coup, mes crises d'angoisse, mes crises de tétanie, où j'arrivais même plus à bouger les doigts à un moment, et ils étaient tout raides, tellement que j'étais tétanisée. Il y a eu aussi les scarifications sur les bras et sur les cuisses. Sur les cuisses parce que je pense qu'inconsciemment, c'était la zone où qui avait été touchée émotionnellement et qu'il fallait que je détruise. Comme s'il fallait faire disparaître ce morceau de mon corps, en fait, avec l'entrejambe. C'est difficile d'en parler, excusez-moi. Mais j'ai besoin d'être transparente aussi avec vous pour vraiment... pour pouvoir avancer aussi moi personnellement dans cette libération. En fait, j'ai dénoncé l'abus en 2020. J'ai déposé plainte parce de 2016 à 2019, j'ai subi des violences conjugales. Oui, encore pas de chance. J'ai attiré que les relations toxiques, où c'est que j'arrivais pas à m'imposer, où c'est que je tolérais tout. Parce que je pense que je me sentais responsable de ce qui s'était passé étant jeune. Et c'était une façon de me punir, d'aller dans des relations négatives et destructrices. Du coup, j'ai déposé plainte en 2020. Donc, j'ai déposé plainte pour mon ex-mari, pour les violences. Et pour l'abus sexuel que j'avais vécu étant jeune. Parce que j'en avais marre de souffrir de cet abus. Et parce que c'était le moment pour moi de dire non. De dire non, non, non. On n'a pas le droit de me faire du mal, on n'a pas le droit de me salir, tout simplement. Oui, j'avais peur de ne pas être crue. À l'âge de 13 ans, j'en ai parlé à ma mère pour la première fois, je l'ai évoqué. Et elle l'a évoqué à mon papa. Et malheureusement, pour ne pas ternir son image de commerçant, pour ne pas faire d'histoire dans le village, il ne l'a jamais dénoncé. Et ça, c'est très dur. C'est très dur et ma mère n'a pas été contre mon père. Elle ne s'est pas imposée. Elle n'a pas été contre lui.
c'est son plus grand regret dans sa vie. Mon père, je n'ai jamais pu en reparler avec lui. Je ne sais pas le fond de sa pensée. Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en 2020, j'ai porté plainte et j'ai levé la tête et je me suis dit, je suis victime. Je suis victime. J'ai le droit de déposer plainte et il faut que je dépose plainte parce que par la suite, cette personne, j'ai appris qu'il avait touché déjà ses 2 sœurs. Et je n'aimerais pas qu'une autre personne souffre de ce que j'ai souffert parce que ça détruit vraiment psychologiquement, moralement. Et je ne veux pas qu'une autre personne vive ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est vraiment pour encourager les femmes à parler, à se libérer. Parce que je sais qu'avec cette foutue culpabilité, avec cette honte, il y a beaucoup de femmes qui ne parlent pas. Ça peut être lié aussi à de l'inceste par rapport à un parent, de la famille, un voisin, un professeur. Ça peut être n'importe qui, en fait. Ça peut être même un médecin, un gynécologue. Il y a la honte. Il y a la honte. Et si je prends la parole, c'est surtout pour dénoncer, pour vous dire parler, communiquer. C'est important. Et c'est libérateur aussi pour soi-même. Moi, ça fait partie de mon processus de guérison et de libération. Longtemps, j'avais une boule à l'estomac, j'ai pas pu en parler. Vous savez, cette petite boule-là, qui appuie dès que vous voulez en parler. Et dès que vous voulez en parler, vous changez de sujet. Parce que c'est trop profond, c'est trop douloureux. Parler, vraiment, c'est important. Moi, personnellement, ça fait partie de mon processus de libération et de guérison. Et parce que j'en ai besoin. J'ai un petit garçon qui est autiste, qui a un TDAH, un autisme léger. Et je m'en occupe seule. Le papa ne s'en occupe pas. Et si je parle aussi, c'est pour lui. C'est pour me libérer de ce fardeau et pour pouvoir faire mon rôle de maman au mieux avec lui. C'est vider ce poids et ce mal-être. Parce que les enfants ressentent tout aussi. Et parce que quelque part, si vous libérez vous libérez aussi votre enfant. À la petite fille que j'étais, j'aurais aimé qu'on me dise « Viens, on va porter plainte, je te crois, je suis là. Je suis là pour toi. » Qu'on me prenne dans ses bras, qu'on m'embrasse, qu'on me rassure. Mais j'ai pas eu tout ça. Ils m'ont fait voir quand même un gynécologue et ils m'ont dit bah vas-y déshabille-toi, il y a tes parents à côté de la pièce et j'ai pas réussi à me déshabiller en fait. La dame elle a juste vu les scarifications sur les cuisses et sur les bras et elle a dit monsieur ça c'est déjà un signe d'abus sexuel. J'étais tellement gênée de me déshabiller et on est reparti et on en a plus reparlé en fait. Excusez-moi, c'est difficile. Alors vraiment, à ces femmes aussi que peut-être les parents n'ont pas cru leur histoire, leur récit, ou n'ont pas voulu déposer plainte, ou toutes celles qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur procédure, mais faites-le. Vraiment, il faut dénoncer. Et ça permet aussi de prendre une revanche sur soi-même et sur la vie. Et ça permet de se libérer surtout. Lorsqu'une femme se confie, il faut l'écouter. Il faut lui tendre la main, il faut la rassurer. Quelque part, c'est un appel à l'aide parce que intérieurement, on souffre toujours et on a besoin d'écoute sans jugement, avec de la bienveillance, de la lumière. Il faut l'encourager, si elle n'a pas déposé plainte, il faut l'encourager à le faire. Parce qu'aucune violence sexuelle ne doit rester impunie. Aucune. Des attouchements, un viol, des propos même sexuels, de l'harcèlement sexuel. Aucun fait ne doit rester impuni. Parce qu'une partie de nous n'est plus la même. Que ce soit même de l'harcèlement sexuel au travail, que ce soit des attouchements étant jeune ou même toucher les fesses. On reste pas indemne face
à des tels comportements. Aujourd'hui, ce qui m'aide à me reconstruire, c'est mon fils. C'est l'accompagner, le protéger, l'épauler, lui apporter toute la lumière possible et l'amour qu'il a besoin pour avancer sur son chemin de vie. C'est mon auto-entreprise aussi. Je suis auto-entrepreneuse dans le bien-être et dans la médiumnité. C'est m'accepter totalement comme je suis et avoir un regard positif sur moi est encore compliqué. Mais je suis dans ce cheminement et c'est tout ça. C'est ma famille aussi, ma mère, malgré tout mon père, mes proches. C'est tout ce petit monde-là. Ce que les gens ne voient pas et ne comprennent pas facilement, c'est l'anxiété sévère qui est souvent présente lors d'un abus, les angoisses. Là, ils vont me dire, mais pourquoi t'angoisses ou tu stresses comme ça? Mais arrête! C'est le genre de réflexion qu'on peut avoir alors qu'on ne peut pas canaliser notre anxiété. C'est plus fort que nous lié à cet abus, ce choc post-traumatique, n'importe quel choc. On va avoir de l'anxiété sévère et la personne va nous dire, mais arrête de stresser comme ça, mais ça sert à rien. C'est contre nous, en fait. On a des tremblements, des fois on a du stress, des crises d'angoisse, mais on ne contrôle pas, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Et ça, c'est très frustrant. Moi, je sais que c'est ça le plus frustrant pour moi. Retrouver confiance en l'autre, je n'y ai jamais... j'ai jamais réussi à retrouver confiance en une autre personne. Je suis toujours sur la méfiance et sur la réserve. Et je suis une personne maintenant de très solitaire. Confiance en moi, c'est encore très difficile. Je suis en plein apprentissage, on va dire, et ça viendra avec le temps. Mais c'est vrai que le plus compliqué, c'est de faire confiance en une autre personne. J'arrive pas. Et personnellement, j'ai été très déçue aussi, même après l'abus sexuel. Donc, je peux pas rester neutre totalement sur ce sujet. À toi qui m'écoutes, qui a aussi vécu des violences sexuelles, quel que soit ton âge, ta religion, ta culture, personne n'a le droit de t'infliger de telles violences. Personne. Que tu aies 14, que tu aies 30, que tu aies 50 ans, personne n'a le droit d'abuser d'une personne sexuellement. Tu es une victime. Oui, tu es une victime. Tu n'as pas provoqué cela. Enlève ça de ta tête. Enlève ça de ta tête. Avance. Essaye d'extérioriser ton mal-être, de te faire accompagner, de faire une psychothérapie. Et surtout, si tu le peux, bien sûr, je sais que c'est compliqué, dénonce. Dénonce ces faits de viol, d'attouchement, de violence verbale sexuelle. Dénonce ces faits. Déjà pour te protéger toi-même, pour te libérer et pour protéger aussi d'autres âmes qui n'ont pas demandé cela. C'est possible d'y arriver. Moi, j'y suis arrivée. J'ai un petit garçon de 7 ans. Dès que je le vois, c'est mon petit rayon de soleil. Je suis auto-entrepreneuse. Je suis à mon compte. J'ai mes proches, ma famille. C'est dur. On a toujours un mal-être au fond. Mais il restera toujours des traces, je suis d'accord. Mais ta vie, elle s'est pas arrêtée pour autant. Je t'encourage à le faire. Et il y a aussi des plateformes sur Internet auxquelles c'est ouvert, du coup, à toute victime de violence sexuelle. C'est des appels qui sont gratuits ou des chats auxquels vous pouvez parler, communiquer en restant anonyme. Donc si vous n'arrivez pas à aller voir un psychologue ou à communiquer avec une personne, vous pouvez faire appel à ces plateformes, à ces chats et à certaines associations. Mais vraiment, libérez-vous, extériorisez votre mal-être, c'est très important.